Bien, je vous propose de commencer. D'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir, parce qu'à 20h30 pour des mathématiques, c'est vrai que c'est toujours difficile, c'est pas un domaine particulièrement attractif, mais c'est vous qui avez raison et c'est les autres qui ont tort. Donc, je suis très heureux d'accueillir ici trois mathématiciens. D'abord, Madame Rajeh Aboulaïch, qui nous vient de Rabat et qui est chercheuse et à l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat. Alowed Olaoluwa, qui nous vient de... Alors, je ne sais pas s'il faut dire de la République centrafricaine ou du Nigeria. Enfin, il est originaire de la République centrafricaine, mais il est chercheur au Nigeria. Je vous le présenterai plus longuement plus tard. Et puis Daniel Justens, qui nous vient de Bruxelles. Et qui est... Alors, vous permettrez que je le tutoie, parce que si je commence à le... Vous voyez, nous sommes amis depuis longtemps, je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, nous allons parler des mathématiques, sur leur lien avec le progrès, mais d'abord, je crois qu'il y a un petit intermède. Merci. Merci. Alors, je vais commencer par vous lire un texte qui a été sélectionné par Madame Aboulaïch, qui est en fait deux extraits de texte d'Ibn Khaldoun, philosophe arabe de 1332-1406, et extrait de son œuvre Al-Muqaddimah. C'est par l'art du calcul qu'il faut commencer l'école, car ils forment des têtes bien faites, capables de raisonner juste, au point que la contestation leur devient comme une seconde nature. En règle générale, il produit une intelligence éclairée, formée en suivant les lignes correctes. On dit que quiconque s'applique à l'étude du calcul tôt dans sa vie sera en règle générale honnête, car le calcul a des bases sûres et requiert de l'autodiscipline. La sûreté et l'autodiscipline deviendront donc les caractéristiques d'une telle personne. Elle sera habituée à l'honnêteté et y adhérera méthodiquement. L'éducation de l'érudit est grandement améliorée en voyageant pour la quête de connaissances et à la rencontre des professeurs faisant autorité à son époque. Je vais ensuite enchaîner avec la transcription d'une conférence de M. Olaoluwa. J'aimerais, en utilisant la beauté des mathématiques, proposer des idées sur comment le prochain Einstein pourrait être découvert en Afrique. Mes recherches actuelles portent sur la conjecture d'ergodicité quantique unique. Une manière simple d'expliquer cela serait de poser le problème d'entendre la forme d'un tambour. Comment peut-on, à partir du son, déterminer la forme du tambour? Ou considérons par exemple une salle de concert, bien conçue. À chaque siège, on peut entendre chaque note uniformément. Ou au contraire, une galerie des chuchotements, où le son est amplifié à certains endroits précis. Eh bien, comment la forme de la salle détermine-t-elle la propagation du son? Alors derrière ces manières un peu simplistes d'expliquer mes recherches, eh bien, il y a des structures théoriques, techniques et ennuyeuses. Pour assembler toutes les données, j'ai besoin d'outils mathématiques, de collecteurs, de graphiques, diagrammes, tableaux, et je veux utiliser ces techniques mathématiques pour visualiser les problèmes de l'Afrique et visualiser les solutions à ces challenges. Et à partir de là, envisager comment on pourrait transférer la richesse de l'éducation vers l'Afrique, en facilitant un flux de connaissances, en établissant des universités virtuelles qui pourraient atteindre des endroits éloignés avec simplement Internet et un vidéoprojecteur. Et enfin, un texte de M. Justens, Progrès des mathématiques et mathématiques du progrès. La notion de progrès n'est pas toujours aisée à définir objectivement. Pour y parvenir, l'attitude du mathématicien apporte une aide considérable. Il convient tout d'abord de restreindre le champ d'étude à un ensemble de paramètres objectifs, mesurables rationnellement en deux instants. Ce choix est doublement arbitraire, car il faut à la fois décider des paramètres à retenir et opter pour un système de mesure approprié. Il faut ensuite agréger les mesures pour obtenir une appréciation globale de la situation considérée, et cela à chaque instant. Cet agrégat est lui aussi laissé à la libre appréciation du chercheur.
Les conclusions relevant de son analyse doivent donc souvent beaucoup à sa subjectivité. Oui, c'est un problème en fait d'optimisation. Le problème de Didon, en fait, c'était à Carthage. C'est Didon à Carthage, et il fallait qu'elle prenne, quand elle est arrivée à Carthage, qu'elle prenne un terrain, et on lui a dit ce qu'on pourra délimiter avec une bande que vous auriez découpée dans une peau de mouton. Exactement. Et il aurait fallu savoir la forme optimale pour le faire, et c'était évidemment l'arc de cercle qui était la meilleure réponse. Donc, ce qu'on appelle encore le problème de Didon. Voilà. Et donc c'est un problème d'optimisation. Alors de nos jours, je pense que les mathématiques sont partout. Partout. Alors si on commence par peut-être l'image, une image dégradée, si on veut reconstituer une image claire, on passe par beaucoup de mathématiques. C'est le traitement de l'image. Si on veut stocker des images, on passe par beaucoup de mathématiques pour le stockage. Avec toute l'imagerie médicale, par exemple. Les scanners sont basés sur des... Exactement. Reconstruire l'image à partir de certaines vues. Et donc là, il y a beaucoup de mathématiques. Si on parle de la technologie, construire des avions qui vont à une certaine vitesse ou des voitures qui ont un certain confort et qui répondent à des critères de vitesse, etc. On ne va pas faire des crashs expérimentaux, ça coûterait trop cher, peut-être même en vie humaine et en matière. Et on va faire de la simulation. Cette simulation, c'est quoi? C'est beaucoup de modèles, c'est des modèles mathématiques. On va essayer d'écrire une équation qu'on va essayer de résoudre pour passer à la simulation sur machine. Et même maintenant, la médecine. La médecine, je prends par exemple le placement des stents. L'athérosclérose, quand on a de la matière grasse qui bouche le passage du sang dans les artères, on va essayer de placer un stent qui est un petit morceau de métal dont on va optimiser la forme, mais aussi où est-ce qu'il faut placer le stent si le malade a plusieurs sténoses. Et là, pour placer ces stents, il faut faire des calculs. Au lieu de faire rentrer, c'est des choses nouvelles qui sont en cours de développement là actuellement, au lieu de faire rentrer un engin dans le corps humain, dans l'artère, et là c'est une opération qui précède l'opération, qui est coûteuse qui est coûteuse en argent, mais aussi le malade prend le risque. Et donc c'est intéressant de pouvoir faire ces calculs et de permettre aux médecins de savoir où est-ce qu'il est optimal de placer ce stent. Alors, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit en transport, que ce soit en industrie, que ce soit tous les domaines actuellement utilisent les mathématiques pour progresser, pour donc, utiliser les données, le big data, utiliser la robotique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Tout ça, ça utilise beaucoup de mathématiques. Bon, mais à part ça, même si on n'en fait pas son métier, on ne participe pas par ce volet-là. Je pense que c'est vulgariser les mathématiques, bien enseigner les mathématiques, c'est très important pour la formation de l'esprit. Merci. Aloued Ola Oloua, on va passer à vous. Donc, vous êtes originaire de la République centrafricaine, avec un bac à 13 ans. Un bac C, puisque là-bas, il y a encore un bac C. Ensuite, évidemment, tout de suite, licence, maîtrise de mathématiques et de physique. Alors, le tout, à 19 ans, je crois. Voilà, très bien. Et puis, donc, vous avez obtenu une bourse du Next Einstein Forum. Vous êtes allé à Harvard pour passer votre doctorat à 24 ans. Et puis, il y a un journal africain qui avait titré, parce que vous savez que le grand mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss s'appelait le prince des mathématiques. Vous, il avait titré le petit prince des mathématiques. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vais vous poser un petit peu la même question qu'à Raja au début. Les mathématiques en Afrique subsaharienne, quelle place sont-elles dans l'enseignement, dans la vie, etc. Est-ce que c'est difficile justement de percer quand on est un chercheur dans ces pays-là, ou au contraire la voie est facile?
Bon, je pense que l'Afrique subsaharienne, nous avons quand même des défis particuliers. Surtout, et donc la question de si les mathématiques sont réellement, enfin, contribuent au progrès de l'humanité ou bien au progrès de la société subsaharienne, je pense que c'est une question très pertinente pour plusieurs raisons. Je vais peut-être mentionner deux. Premièrement, d'abord le fait qu'il y a la pauvreté, il y a un bas niveau de vie, tout le monde se soucie de la rentabilité, d'un gain financier. Et donc, par exemple, quand je voulais faire des mathématiques, il y avait une tante qui m'avait dit, mais si tu veux lire les mathématiques à l'université, est-ce que tu veux devenir professeur, tu veux devenir pauvre, parce que donc il y a cette mentalité que tous ceux qui font des mathématiques ne vont pas bien gagner leur vie. Donc déjà il y a ce défi et aussi peut-être qu'il y a cette culture de grande consommation quand il s'agit de résultats de recherche scientifique. Par exemple, je pense que plusieurs résultats plusieurs recherches ont été déjà conduites ailleurs, et donc peut-être cela limite la pensée donc de plusieurs dans le Sub-Sahara de voir les mathématiques comme quelque chose d'original. Il y a peu de recherche originale native. Donc c'est comme si tout venait d'ailleurs. Je vois plusieurs étudiants me demander, mais vous êtes là en classe, vous démontrez que des théorèmes, il me semble que les théorèmes ont déjà été établis par des gens venus d'ailleurs, de l'Europe et tout, des États-Unis. Bon. Donc il n'y a pas cette culture de peut-être faire des mathématiques pour résoudre des problèmes particuliers au Sub-Sahara. Et donc les gens déjà on se pose des questions en disant en quoi est-ce que les mathématiques sont utiles. Donc bien sûr il y a des défis dans cette partie de l'Afrique. C'est que les mathématiques sont universelles, mais elles paraissent un peu exogènes aux gens parce que la plupart ont été trouvées par des Européens, par des Américains, etc. C'est ça. C'est ça. Oui. Et pour revenir à notre thème, est-ce que vous auriez des exemples de voir si en Afrique c'est mieux, mais sinon de manière générale, comment vous voyez le progrès que peuvent porter les mathématiques dans notre société? Bon, je pense que peut-être que je vais les voir considérant les mathématiques, d'abord sur le plan des maths appliquées et aussi sur le plan des maths pures. Déjà, nous savons qu'en mathématiques appliquées, il y a plusieurs exemples de comment les mathématiques appliquées ont été utiles dans l'épanouissement ou bien dans la résolution de quelques problèmes. Donc on peut regarder les mathématiques comme un outil pour résoudre des problèmes particuliers. On connaît des problèmes d'optimisation on en a déjà parlé. Et puis mais il y a aussi des mathématiques pures que je trouve sont une science d'épanouissement d'esprit. Peut-être que deux fois, par exemple, les théorèmes que j'essaie de prouver, je travaille en analyse fonctionnelle et j'avais oublié de le dire, mais c'est ça. Donc je construis les théorèmes sur le point fixe et puis je les prouve. Bon. Deux fois, il n'y a pas d'application directe. Que moi, je ne perçois pas ces applications directes. Mais le mathématicien pense, soutenu par l'histoire, qu'il y avait donc des aspects de mathématiques qui ont été totalement théoriques et purs, et après des années ou deux fois après beaucoup d'années, ont finalement trouvé leur application. On pense quand même à la théorie des nombres et à plusieurs d'autres théories. Donc oui, les mathématiques sont utiles. Il faudrait peut-être pas une utilité d'aujourd'hui. Peut-être qu'on ne pourrait pas voir l'utilité de toutes
partie des mathématiques aujourd'hui, mais le mathématicien est convaincu qu'il faudrait qu'il suive sa passion, qu'il suive aussi la beauté, je vais dire, poétique des mathématiques. Les mathématiques sont quand même belles à faire. Et puis, sachant bien que demain, ça pourra donc être utile. Bon, présentement, déjà, c'est un outil d'épanouissement d'esprit, donc ça développe la logique, ça développe la faculté du mathématicien de comprendre les choses, d'analyser des situations et de produire de solutions quand même impeccables. Donc déjà, là, c'est déjà une façon, c'est quelque chose, je veux dire, un outil de progrès, parce que déjà, ça développe l'esprit logique d'une personne et puis une façon logique d'arriver à une bonne conclusion. Donc c'est le progrès pour chaque individu qui étudie la mathématique. Oui. Et vous posez un débat qui avait été posé au début du 19e siècle, puisque le mathématicien allemand Gustav Jacobi avait énoncé la chose suivante: la finalité des mathématiques est l'honneur de l'esprit humain. Et parallèlement, il y avait un autre mathématicien, Joseph Fourier, qui lui, au contraire, était pour des mathématiques qui devaient avoir des applications. Enfin, d'ailleurs, s'il y a des physiciens dans la salle, ils considèrent que Fourier c'est un physicien. Nous, on considère que c'est un mathématicien. Mais en fait, il était les deux et pour lui, c'était la même chose. Et donc, ce débat a été très fort et s'est déroulé à peu près dans tout le 19e et 20e siècle, où il y a eu des tenants de mathématiciens qui souhaitaient finalement baser les mathématiques uniquement sur des axiomes logiques, sans s'intéresser absolument à ce qui les entourait, et d'autres qui disaient les mathématiques sont au service de la physique, par exemple, ou d'autres théories, puisque maintenant on trouve des mathématiques en économie, dans bien d'autres disciplines. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'exemple que donnait Jacobi pour dire, pour l'honneur d'esprit humain, c'est grosso modo, ça sert à rien, mais ça nous développe l'esprit. C'était la théorie des nombres, et on sait combien maintenant la théorie des nombres, 200 ans après, est utile pour crypter des messages, est utile pour crypter les codes de cartes de crédit, etc. Et donc voilà. Donc ça prouve que même les mathématiques qui ne servaient à rien, entre guillemets, il y a 200 ans, sont maintenant utiles. Daniel Justens, donc tu es agrégé de mathématiques, actuaire, docteur en gestion, passionné des mathématiques des assurances. Alors jusque-là, je sais toujours que ça pose un tout petit peu froid. Je voudrais que Daniel est quelqu'un qui a des multiples talents. Donc il a été professeur honoraire, il est professeur honoraire, il était professeur à la Haute École Ferraire de Bruxelles, à l'Université de Liège. Et puis, donc, rédacteur à la revue Tangente, où nous écrivons ensemble des articles. Tu organises des colloques à Bruxelles, où je suis déjà allé, et un grand nombre de conférences. Je voudrais dire aussi, parce que s'il y a des non-mathématiciens, ça va les intéresser, il est passionné de bande dessinée, comme beaucoup de Belges, hein, c'est normal. Et puis, il a entre autres écrit avec Philippe Guéluc La mathématique du chat. Et si tu nous en disais quelques mots, par exemple. Je demande en général qu'on ne m'en parle plus. Bon, voilà. Et je dois dire que jusqu'ici, personne n'a tenu le coup. Mais non, on ne peut pas tenir le coup. Il faut savoir qu'il y a une douzaine d'années, j'avais organisé à Bruxelles un colloque sur le thème de mathématiques amusantes. Et j'avais demandé à mes collègues belges et français, universitaires, de présenter 20 minutes de vraies mathématiques, mais en essayant de faire rire le public. C'est une gageure. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les collègues ont accepté, l'ont fait. Et un de mes collègues et amis, un grand statisticien belge, Droesbeek, pour ne pas le citer, m'a dit « Mais et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et il se faisait que le matin même, dans notre grand quotidien belge le soir, j'avais lu un strip, donc 3 petites cases de bande dessinée du chat, qui définissaient la médiane. Il disait il y a les plus malins et les moins malins, et le plus malin des moins malins n'est pas beaucoup plus malin que le moins malin des plus malins. Et en cas de nombre impair, il s'agit de la même personne, ajoute-t-il. Et donc, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, voilà exactement la définition de la médiane. Et j'ai lancé à tout à trac à mon ami Jean-Jacques, je lui ai dit, écoute-moi, je fais la mathématique du chat de Gueluc. Et j'ai lancé ça comme ça. Et je me suis dit, au fond, puisque ce matin, le soir, il y avait un strip qui en parlait, pourquoi ne pas acheter tous les albums? Et puis je me suis aperçu qu'à toutes les pages, il y avait des maths. Et que ces mathématiques étaient profondes, intéressantes. Et je me suis dit, mais il y a là matière à un livre. Et j'ai été le trouver. Et donc, c'est un monsieur qui est très ouvert, parce qu'il m'a accueilli en me disant, mais bon, moi j'ai publié 4000 dessins, mais j'en ai fait 8000.
Et donc, il m'a ouvert sa bibliothèque en disant, ben voilà, tu fouilles, tu cherches, et tu me proposes quelque chose. Ce que j'ai fait, et ça a donné ce livre, où j'essaye de rendre les mathématiques amusantes. Alors, je ne sais pas si je vais en parler, mais j'adore ton livre RGPS, là, puisqu'on parle de la langue, la connaissance du dialecte bruxellois qu'on retrouve dans des tas d'albums de Tintin. Oui, ben, parler de bande dessinée sans parler d'Hergé, c'est un peu difficile, même si le personnage est abominable. Et j'aime bien Tintin, mais j'aime pas Hergé. Et donc, j'ai constaté, grâce à mon papa, qui est d'origine flamande, et qui parlait un dialecte flamand. À Bruxelles, le dialecte de Bruxelles était un dialecte flamand. Et en lisant Tintin, lorsque j'avais 7, 8, 9 ans, ben, il me disait, ben, tu sais, là, tu rates quelque chose, parce que là, il y a du dialecte. Là, il y a du dialecte. Les Sildaves parlent le dialecte de Bruxelles. Les Arumbaya parlent le dialecte de Bruxelles. Les Japonais parlent le dialecte de Bruxelles. Et je me suis aperçu, effectivement, que ça n'avait jamais été étudié. Et donc, j'ai proposé une première étude linguistique avec un grand linguiste belge, parce qu'en tant que mathématicien, je n'ose pas présenter un travail de linguistique, qui s'appelait Tintin, un Ketch de Bruxelles. Le Ketch, c'est le petit gamin, le Kinch, le titi de Bruxelles. Et ce n'était pas suffisant, je trouvais, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses dans Tintin, et donc j'ai produit RGPS, qui est une espèce d'histoire politique et sociale du monde, tout au long du XXe siècle, à partir de Tintin. Notamment au niveau du conflit israélo-palestinien, il y a moyen de tout en retirer à partir des 3 versions successives qu'il en a fait. Voilà, je termine ma présentation, mais puis non, au contraire, c'est moi qui t'ai lancé. Un passionné aussi de théâtre, puisqu'il fait du théâtre et il crée plusieurs pièces de théâtre, dont Ma Théâtralisons, qui a été jouée il y a 2 ans à Orléans dans le cadre de la Nuit des Maths qu'on avait fait à Orléans. Voici. On va revenir à notre thème et tu voudrais avoir une autre vision des mathématiques et du progrès. En quoi les mathématiques, je crois, peuvent contribuer à dire ce que c'est le progrès? Mais je pense que c'est une notion qui est très difficile à définir. D'ailleurs, on parle du progrès qu'un petit ou avec un grand P. Et ben, le vrai problème, c'est que veut-on exactement mesurer en parlant de progrès? Ben, l'exemple classique, en médecine, c'est évident. Si le taux de guérison croît, ben, il y a progrès. Si l'espérance de vie croît, il y a progrès. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les seuls à avoir prévu la déchéance de l'Union soviétique étaient les actuaires, parce qu'ils observaient que l'espérance de vie en URSS diminuait. Et bien avant la chute du communisme, on avait prévu que ça allait se dégringoler, parce que manifestement, on était en régression. Mais je voulais aller plus loin. Les mathématiques, qu'est-ce que c'est? En fait, les fondements des mathématiques sont basés sur des vérités premières qu'on accepte, qui sont indémontrables, mais qu'on ne définit pas. Les mathématiciens curieux de regarder les axiomatiques constatent qu'en fait, on parle d'objets auxquels on donne un nom, mais qu'on ne définit pas. L'axiomatique du plan, un point, une droite, on ne les définit pas. On dit il existe des objets. Et puis on dit il existe des relations entre ces objets, mais on ne les définit pas non plus. On leur donne un nom, on ne les définit pas. Et on constate, et ça c'est extraordinaire, qu'on arrive à construire toutes les mathématiques à partir d'objets qu'on ne définit pas, auxquels on donne un nom, et de relations qu'on ne définit pas, mais auxquelles on donne un nom. Et je me suis aperçu, en étudiant un tout petit peu de neurologie, que c'était exactement la structure de notre cerveau. Qu'est notre cerveau? Un ensemble d'objets, les neurones qu'on ne définit pas, et un ensemble de relations, les synapses. En fait, les mathématiques sont des morceaux de notre cerveau. Alors on dit toujours, et Galilée le disait, il y a des mathématiques partout. Galilée disait, le monde est écrit en langage mathématique. Je pense qu'il avait tort. Ce n'est pas les mathématiques, c'est pas le monde qui est écrit en langage mathématique. Les mathématiques, c'est le truc qu'a trouvé notre cerveau pour décrire un morceau du monde. Et ça, c'est important de comprendre. C'est un progrès énorme. Parce qu'il y a ce fameux débat, les mathématiques préexistent-elles ou les créons-nous? Je pense qu'il y a là un moyen rigoureux de montrer ce que sont vraiment et de comprendre vraiment. Qu'est-ce que comprendre? Eh bien, comprendre, c'est construire une structure mentale. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas les maths. Pourquoi c'est difficile? Parce que moi, je ne peux pas vous construire votre structure mentale. Je n'ai pu que, petit à petit, construire les miennes.
on ne peut pas donner les mathématiques. Chacun doit se les construire. Et je pense qu'arriver à comprendre ça et à admettre que ça demande un effort, ben c'est un premier pas vers le progrès. Merci. Donc. Non, c'est vrai que faut faire marcher nos neurones maintenant. Alors, je vais revenir là sur maintenant, puisqu'on parle dans les Voix d'Orléans, on parle de la francophonie. Je voudrais vous dire les mathématiques et la langue française. On voit de plus en plus d'articles en anglais. Est-ce que le français peut encore jouer un rôle dans la diffusion des mathématiques? Est-ce qu'il en a joué pour des Raja, vous auriez une... Je pense que toute langue peut véhiculer les mathématiques. Heureusement, c'est un langage universel. C'est les équations, c'est la façon de réfléchir, c'est appeler les choses, les neurones. C'est la structuration. Donc, je pense que le français y participe encore. Bon, c'est vrai que là, on est en train un petit peu de snobber les appellations françaises. Comme on a dit tout à l'heure, bon, les gens qui vont faire la finance, ils vont préférer dire le pricing au lieu de dire valorisation. Bon, mais les mots existent. Et moi, je trouve que les mathématiques, c'est plutôt un langage universel. C'est le raisonnement qui nous emmène à faire des conclusions à partir d'hypothèses. Du moment qu'on est tous d'accord sur ces hypothèses, on y va pour la conclusion et qu'on peut transmettre en n'importe quelle langue. Mais il y a quand même un débat, c'est savoir que est-ce qu'il faut une langue commune à tous les gens qui produisent des mathématiques? Grosso modo, jusqu'au XVIIe siècle, le latin était cette langue commune, que tout le monde écrivait en latin, ou même, enfin on peut dire même... les textes, les livres étaient écrits en latin. Par exemple, Descartes écrivait des mathématiques en latin, mais quand ils ont échangé des lettres, vous connaissez peut-être tous le mot tangente, hein, c'est ce que c'est qu'une tangente quand même si vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Quand Descartes écrivait à Fermat ou à Pascal, il parlait de la touchante quand il écrivait en français, puisque tangente, ça vient de tangere qui veut dire toucher, et en français c'était la touchante, et en latin, c'était la tangente. Puis c'est le mot savant qui l'a emporté. On dit maintenant la tangente, même en français. Mais il y avait une langue commune à tous. En fait, petit à petit, on a pris les langues de chaque pays, les langues vernaculaires, et on commençait à écrire en français, ensuite en anglais, ensuite en allemand. C'est les Allemands qui ont tenu le plus longtemps en latin, puisque Gauss écrivait encore en latin au début du 19e. Et au 19e siècle, c'est vrai qu'il y avait un problème de compréhension de tous les mathématiciens. Et d'un coup, depuis un demi-siècle, l'anglais a pris le pas. Est-ce qu'il y a besoin d'une langue commune, ou est-ce que c'est important quand même qu'on conserve dans sa langue l'enseignement des mathématiques? Est-ce que tu sais qu'il y a une hypothèse qui a été émise à propos justement de la victoire de l'anglais? C'est que jusqu'en 1914, il y avait à peu près un tiers de publications en allemand, un tiers en français et un tiers en anglais. Mais 14-18, c'est une véritable catastrophe pour l'Allemagne et pour la France, qui se massacrent mutuellement. Et donc, en 18, l'Allemagne et la France sont exemptes, les chercheurs sont morts, tués sur le front. Et donc, la seule langue qui subsiste, c'est l'anglais. Et il y a une thèse qui a été mise, selon laquelle ce serait justement la guerre 14-18 qui serait à l'origine de cette mainmise de l'anglais sur toutes les publications scientifiques. Oui, puis peut-être la fuite de tous les savants, puisque les savants allemands aussi, en 1933 et les quelques années qui ont suivi. Oui, également. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, actuellement, c'est la modélisation qui prend la main. Cette modélisation, c'est des équations. Après, on peut les expliquer en n'importe quelle langue, à mon avis. Bon, bien sûr, les publications, actuellement, pour se faire connaître, on est presque obligé de publier parfois en anglais, si ce n'est pas souvent en anglais. Mais je pense que le langage des équations l'emporte. Alors, il y a un mot qui fait de plus en plus peur à nos concitoyens. Il vient de l'arabe, d'ailleurs. C'est le mot algorithme, qui vient du nom du mathématicien Mohamed Al-Khwarizmi, puisque c'est dans le livre qu'il avait écrit au début du IXe siècle, dans lequel
Et il résolvait entre autres les équations du second degré et qui donnait l'algorithme pour les résoudre. Je vous rappelle qu'un algorithme, c'est une méthode efficiente qui permet, moyennant un certain nombre d'informations, d'aboutir au résultat. Et à chaque fin, et si ça, on va là, si c'est ça, on va là. Et puis au bout, on doit arriver au résultat. Le plus célèbre, c'était l'algorithme de la division, par exemple, que vous avez tous appris à l'école primaire. De la division euclidienne, c'était le plus célèbre des algorithmes. Et donc, si porte son nom, quand on avait latinisé en algorithmus, puisque son livre a été traduit à l'époque. Et alors, de plus en plus, évidemment, avec l'informatique, ces algorithmes arrivent. Beaucoup de gens en ont peur. J'avais même vu un article du Point, ces algorithmes qui nous gouvernent. Est-ce que vous auriez à dire un mot? Est-ce qu'on doit avoir peur des algorithmes? On arrive à l'intelligence artificielle, on arrive à tous ces mécanismes qui finalement, certes, qui sont créés par l'homme, mais qui après, on les contrôle plus trop, on ne sait pas trop où ça va. Est-ce que quelqu'un voudrait... Oui, Raja? Par rapport aux algorithmes, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Parce que c'est une succession, comme vous l'avez dit, d'actions logiques. Si on a ceci, on fait cela, etc. Et on peut passer à la machine la main, mais c'est l'homme qui gouverne, à mon avis, parce que c'est lui qui donne l'algorithme. On ne peut pas... Excusez, je n'ai pas l'habitude du micro. On n'a pas... je veux dire... quand un algorithme marche, on peut toujours penser à un meilleur. On pense au point fixe. Là, il y a plein d'algorithmes intéressants. Et les points fixes, on en a besoin pour résoudre un tas de problèmes. Et le point fixe, si on dit à la machine, voilà, on te donne la fonction G, tu fais ceci, cela, ceci, cela. Ben, si cette fonction n'est pas étudiée mathématiquement, l'homme est indispensable pour voir si ça peut marcher. Et donc, en tout cas, personnellement, je n'ai pas peur des algorithmes parce que c'est l'homme qui est derrière, c'est l'homme qui doit innover, qui doit à chaque fois proposer des algorithmes plus intéressants, plus efficaces pour résoudre des problèmes plus compliqués, tels que par exemple l'épidémiologie. En Afrique, il y a des études... entre épidémiologues et mathématiciens pour la modélisation, la résolution de ces problèmes en collaboration entre médecins, physiciens et mathématiciens. Donc personnellement, je trouve que c'est une avancée et qu'on ne doit pas avoir peur. Tu veux ajouter quelque chose, Daniel? En fait, les problèmes qu'on se propose de résoudre, et ça fait partie du progrès, sont de plus en plus complexes. Donc le mythe de la formule... qui était un peu le mythe des mathématiciens du départ, qui s'imaginaient qu'on allait pouvoir résoudre toutes les équations au moyen d'une formule, ce mythe, il est mort. On sait très bien que toute une série d'équations ne peuvent pas être résolues au moyen d'une formule. Alors il y a effectivement l'algorithme, mais l'algorithme, ça ne suffit pas toujours. Il y a des problèmes qui sont tellement complexes qu'on est obligé de mettre en place des méthodes comme le recuit simulé, enfin des méthodes d'approximation successive qui donnent une valeur proche de la solution avec une certaine probabilité. Et ça permet, ça a l'air dangereux parce qu'on se dit on n'est pas sûr d'avoir la solution, on n'est pas sûr qu'elle soit bonne, et on n'est pas sûr qu'on soit proche, c'est vrai, mais ça permet de résoudre des problèmes d'une complexité croissante et ça fait partie du progrès aussi. Et il faut accepter ce petit risque d'erreur. Ouais. Alors, est-ce que les mathématiciens ont des responsabilités par rapport à l'humanité? Je sais la phrase que tu détestes, mais moi je ne l'ai pas aimée d'ailleurs parce que pourtant j'aimais beaucoup Michel Rocard quand il a dit les mathématiciens coupables de crimes contre l'humanité car ils forment leurs étudiants au coup boursier au moment de la crise des subprimes. Je sais, Daniel, ça me met très en colère. Est-ce que tu peux quand même en dire deux mots? Oui, moi je défends le travail des mathématiciens parce que le travail du mathématicien, c'est un travail de logique, uniquement. Et quand on met en place des formules de valorisation et non pas de pricing, ou de couverture et non pas de hedging, pour des produits financiers, on le fait sur base de quelles hypothèses? Sur l'hypothèse d'un marché efficient, c'est-à-dire un marché dans lequel l'information circule, dans lequel personne ne triche, dans lequel tout le monde a accès à toute l'information, dans lequel il n'y a pas de délit d'initié possible. Donc en fait, on travaille dans un monde idéal et honnête. Alors, les gens utilisent mal le modèle, ça c'est vrai. Mais considérer que le matheux est responsable et coupable d'un crime, je trouve que c'est un peu fort. Alouette, vous auriez quelque chose à rajouter sur... Bon, je trouve que oui, les mathématiciens, ils opèrent, donc on travaille avec, on définit un système.
et puis on formule des théories basées sur ce système. Et puis donc, ouais, c'est ce que le mathématicien fait. Bon, il y a toujours une différence entre l'idéal et le réel. Bon, c'est pas quand même la faute du mathématicien. Est-ce qu'on n'est pas trop loin finalement entre la recherche elle-même et son éventuelle application? Disons que j'oserais dire dans des disciplines plus expérimentales, on est beaucoup plus proche entre la recherche et la découverte et son application. Est-ce qu'en maths, on n'est pas toujours très loin? Et est-ce disons qu'une théorie s'applique à tellement de choses différentes qu'on ne sait pas où elle va être utile, où elle va être éventuellement néfaste si elle est mal utilisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense aussi que les mathématiciens, de fois, essayent donc de rapprocher leurs systèmes idéaux avec les systèmes réels, en essayant de mettre un tout petit peu des paramètres de perturbation, ou bien donc juste pour essayer donc de refléter la réalité des choses. Bon, c'est pas toujours propre et exact, et il y a quand même des erreurs qui peuvent donc se produire. Et puis, le mathématicien aussi dira que c'est un peu... donc, ça a donné place à plusieurs théories, comme la théorie des fusées, enfin, des ensembles fusils et tout. Donc, oui, des ensembles flous. Oui, donc, voilà, donc c'est ça. Donc, oui, donc, et des fois aussi, le mathématicien dira aussi le pourcentage d'erreurs qui pourraient être commises. Donc, pas tellement loin. On peut quand même rapprocher le monde idéal avec le monde réel. Oui. Oui, vous parlez de beaucoup de statistiques, de probabilités, etc. Alors, ça peut être étrange pour des non-mathématiciens de dire que finalement, on arrive à mathématiser le hasard. Est-ce que quelqu'un... Ah oui, bien évidemment, on arrive à mathématiser le hasard avec, oui, donc de plus que, donc il y a quelque chose qui évalue la certitude qu'un événement se produise. Et donc là, c'est la probabilité, et elle l'a fait mieux que moi. Donc de plus que ça se rapproche vers 1, bon, on est presque certain que cela va se produire. Donc oui, le mathématicien arrive à modeler presque tout. Presque tout. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je veux dire, maintenant... Approchez votre micro plus près. Que les sociologues, les politologues et tout, enfin, les psychologues, ils utilisent aussi les statistiques. Sans ça, ils ne peuvent pas discuter ce qu'ils proposent comme démarche, ou ce qu'ils proposent c'est-à-dire, voilà, on s'appuie sur les statistiques, donc on est obligé. Oui, en médecine, par exemple, l'efficacité d'un médicament est jugée par une étude statistique. Oui, mais même l'évolution de maladies, donc on s'appuie sur des modèles, comme a dit M. Justin, de plus en plus complexes. Donc, il n'y a plus des modèles, il y a des métamodèles, il y a des métaméthodes, des métaheuristiques. Oui, et la difficulté, c'est de trouver le bon modèle. On a vu, par exemple, sur la grippe H1N1, on avait pensé que d'un coup, ça allait se répandre à toute allure. Et il suffit que ça décale d'un tout petit peu et que finalement, tant mieux d'ailleurs. Mais voilà. On pourrait peut-être parler un peu du théorème central limite, parce que je te laisse en parler. C'est intéressant parce qu'on a l'air de dire le hasard, c'est le chaos. Pas du tout. Plus un phénomène est dû au hasard, et plus il est complexe, et plus il est régulier. Ouais. Et ça, c'est un résultat qu'on vient de démontrer, qu'on a démontré au début du XXe siècle, mais que Gauss, et avant lui De Moivre, avait déjà senti. C'est qu'en fait, les phénomènes très complexes, mais totalement hasardeux, sont très réguliers, justement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas être étonné qu'on arrive à modéliser le hasard, parce que quand le hasard est totalement hasardeux, il est très stable. Ce qui n'est pas stable, c'est la finance, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a des centaines de spéculateurs qui trichent. Et c'est la raison pour laquelle les résultats sont incohérents et chaotiques. Mais ce n'est pas le hasard. Oui, il est peut-être temps de donner la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro ou... On ne voit rien, nous. Oui. Merci. Je voudrais... Ils sont un peu bavards. Oui, ils sont un peu bavards. À Monsieur Justin, parce que il
Ici. Vous avez l'air de considérer que les défauts dans les modèles, financiers en particulier, sont liés pratiquement uniquement à la tricherie, à la malhonnêteté des agents financiers. Je ne suis pas certain. Non, moi non plus, parce que les modèles sont faux. Ils sont basés notamment sur des hypothèses absurdes de normalité, de taux de rendement, etc., qui ne sont pas vérifiés empiriquement. Oui. Mais, Oui, mais les grosses catastrophes, genre Kerviel et compagnie, ça c'est de la malversation. Ce n'est pas les modèles qui sont à mettre en cause. C'est des effets de levier qui sont mal compris ou mal utilisés dans un but pervers. Oui, et ma question c'est, est-ce que depuis la crise des subprimes, plus de précautions sont prises dans la réalisation des modèles pour tenir compte du risque Alors, c'est très rigolo ce que vous dites, parce que quelques mois avant, j'avais organisé à Bruxelles un colloque où j'ai fait venir quelques autorités en la matière qui ont tous déclaré que les choses allaient bien, qu'il n'y avait pas de problème. 4 mois après, tout s'effondrait. On a mis en place des procédures de contrôle actuellement. Mais les banques continuent à ne faire n'importe quoi, et d'autant plus n'importe quoi qu'elles peuvent emprunter actuellement à taux négatif et donc jouer à la bourse comme elles veulent. Et donc je ne pense pas que les banquiers ont compris la leçon. Mais les politiques, bien, parce qu'ils ont tenté de mettre en place des systèmes de contrôle, en tout cas. En Belgique, il y a un système de contrôle qui n'est pas encore efficace, et les modèles proposés par les banques sont quasiment tous boiteux. Mais c'est un début, c'est un premier pas. Mais les banquiers eux-mêmes, moi, je n'ai pas vu de banquier qui arrêtait de jouer avec le feu. J'en ai pas encore vu. Donc on ne peut pas être très, très optimiste sur le fait qu'on ne peut pas retrouver de nouvelles crises financières. Ah, il y en aura, ça c'est sûr. Oui. Donc avec quelle probabilité, c'est ça? Madame, vous ne pensez pas que la probabilité d'une prochaine crise est quand même relativement, significativement différente de zéro, hein? Je pense. On dirait peut-être plus proche de 1 que de 0. Voilà. Et puis, il y a le fait aussi que les gens qui utilisent les modèles ne les connaissent pas. Est-ce que c'est pas... Des hypothèses non vraies, non réalisables sur le marché, ben, ça veut dire que quelque part on travaille dans un idéal qui n'existe pas sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des mathématiciens, de ceux qui créent les modèles, d'être plus fermes vis-à-vis des utilisateurs et de leur expliquer peut-être un petit peu plus quelles sont les limites de leur modèle? Donc on doit être non seulement chercheur, mais didacticien, pédagogue. La communication, c'est important. La communication, mais c'est vrai que les mathématiciens communiquent mal. Je pense que ça, d'une manière générale, mais c'est parce que c'est pas facile de communiquer. Moi, j'ai essayé d'enseigner la finance stochastique pendant 30 ans. Ben, je peux vous dire que c'est pas facile. Et il y a eu des années où ça a marché. Et je me dis, ah, maintenant j'ai le truc, je peux faire passer le message. Et puis l'année d'après, j'avais d'autres étudiants. En utilisant le chat, peut-être. J'ai fait la... Oui, j'aurais dû. Non, je pense qu'il faut être très modeste. C'est pas facile de communiquer. Enfin, c'est pas évident, mais on peut changer d'exemple, dépendamment de la population, mais je veux dire, si on est responsable des crises financières, on est peut-être aussi responsable de toutes les guerres, parce que les développements de la recherche opérationnelle et de transport et tout ça, bon, c'est les mathématiques. Alors on est responsable de tous les problèmes de l'humanité. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce savoir, qu'est-ce qu'on fait de ces mathématiques qui est important. Mais c'est vrai que nous, on développe le savoir, puis après, comment il est utilisé, on participe quelque part à développer des algorithmes, à développer des mathématiques, à développer un savoir tant qu'on peut, mais comment il est utilisé, ça, on n'est pas vraiment... Il y a quand même des mathématiques pures dont vous parliez tout à l'heure, qui sont très loin finalement des applications, les applications reviennent que beaucoup plus loin. Quand on est vraiment sur un modèle qui va être appliqué, c'est un petit peu différent, puisque là on est très très proche de la chose où on l'applique. C'est vrai aussi qu'il y a eu, il y a 200 ou 300 ans, pas mal d'études de balistique par exemple. C'était pour voir comment on allait envoyer des boulets de canon le mieux possible, et on étudiait des paraboles ou autres courbes pour le faire. Tout à fait, oui.
Mais je veux dire que les mathématiques pures, quand elles sont développées, de l'autre côté, quand on a des modèles, avant de passer sur la machine, on va regarder est-ce que ces modèles ont des solutions. Et là, on a besoin de tout le cadre fonctionnel. On a besoin de toutes les mathématiques pures à peu près pour montrer qu'un problème admet une solution et que cette solution, elle est stable, elle existe dans un espace où on peut aller la chercher et l'approcher par les méthodes mathématiques, enfin, on va dire plus terre à terre. Parce que c'est vrai que quand un mathématicien montre qu'il y a une solution unique à un problème, même s'il ne peut pas la trouver, il est déjà content. Oui, voilà. Mais c'est toujours la première étape, bien poser le problème. Et ça, en discussion avec les spécialistes médecins ou physiciens ou financiers, bien poser le problème avec les bonnes hypothèses. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étude mathématique. Est-ce qu'il existe une solution? Après, la troisième étape, c'est là où on a besoin d'algorithmes, on a besoin d'outils de mathématiques appliquées pour aller sur la machine, programmer la méthode et trouver l'approximation ou la solution dépendamment des cas. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Oui. Il y a quelqu'un qui a le micro, là, je ne voyais pas. Non? Projecteurs font qu'on ne voit Oui, nous, on voit. On voit rien, nous. Hein. On a les projecteurs, on voit rien. Oui, c'est pas facile, oui. Quelqu'un souhaite encore poser une question? Je peux faire une prédiction? Vas-y, fais une prédiction. Je peux faire une prédiction. On a vu que le XVIIIe siècle a vu se développer énormément les mathématiques grâce aux applications en physique. Moi, je prédis, je peux me tromper, que le XXIe siècle sera le siècle de la biologie. On va construire, et on commence à construire une mathématique du vivant beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ça, c'est un progrès absolument fabuleux. J'espère vivre assez longtemps pour voir ça. Oui, c'est vrai que les mathématiques, au départ, c'était surtout pour la physique. Et puis, petit à petit, ça a pris l'économie, ça a pris les sciences humaines, la biologie avec de grands modèles. On commençait à en parler sur l'expansion des maladies. Par exemple, il y a des modèles qui deviennent, au départ, très maladroits, puis qui deviennent de plus en plus efficaces. Et c'est fort possible que ce soit dans ce sens-là. Pendant ce temps, ça ne vous a pas donné des idées de questions? C'est quand même pas les mathématiques qui vous font peur, là. C'est pas qu'elles nous fassent peur, les mathématiques ne nous font pas peur, on n'arrive pas à les dire. Oui. On n'arrive pas à sortir la question que les mathématiciens comprennent. C'est parce qu'on n'est pas très mal. Hein. Oui, il faut parler avec le micro parce que je crois que c'est... Oui. En fonction du nombre d'individus qui augmente d'une façon un peu exponentielle. Et je voudrais savoir comment vous voyez ça, vous, à votre niveau mathématique. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que... Parce qu'on dit qu'il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Est-ce que... Enfin, voilà... les richesses vont être très séparées. C'est difficile à répondre parce que d'abord, ce n'est pas une croissance exponentielle parce que pour nous, mathématiciens, exponentielle a une signification qui n'est pas celle du grand public. Hein. Mais l'exemple, il y avait l'exemple les premiers modèles de démographie, c'est sans doute Malthus qui l'a fait, en disant que la croissance de la population devrait être exponentielle, justement. Ça veut dire quoi, exponentielle? C'est que ça double toujours suivant le même nombre de temps. C'est-à-dire que si la population double en 20 ans, elle passe de 1 million d'habitants à 2 millions 20 ans après, à 4 millions, à 8 millions, à 16 millions. Et vous voyez qu'après, ça augmente de façon exponentielle pour le grand public. Hein. Et puis, il y a un mathématicien belge qui s'appelait Verhulst. Oh, bah, tu veux peut-être en parler, vas-y. Voilà.
tu veux terminer, enfin, qui a montré en fait que ce modèle, parce que Malthus en avait tiré des conclusions que vous connaissez, qui étaient particulièrement antisociales, et Verhulst a proposé un modèle différent en disant qu'à partir du moment où la population croissait beaucoup, d'un coup, la croissance se mettait à ralentir pour des questions diverses et variées. Les pires, c'est la grande famine, mais les meilleurs, c'est si on arrive au niveau social à réguler de manière autre la croissance de la population. Et ce qu'on voit maintenant quand même dans la plupart des pays, c'est la baisse de la fécondité qui fait qu'on peut ne pas craindre le pire, même si ça va créer des problèmes. Tu veux en ajouter quelque chose ? Oui. Dans la littérature, si vous voyez courbe logistique, mais ça c'est la fonction de Verhulst, c'est la courbe logistique, elle a l'air exponentielle, et puis il y a une espèce d'atténuation des faits, et puis la croissance diminue très fortement. Donc ça, si vous voyez dans la littérature courbe logistique, ben c'est ça. On a un jour demandé à Verhulst pourquoi il l'avait appelé courbe logistique, en fait, il n'en a aucune idée. Aucune idée. C'est ça les mathématiciens belges. Hein. Ils inventent plein de choses étonnantes. Ils inventent. C'est un mathématicien belge qui a inventé l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est un mathématicien belge qui a inventé la proportionnelle au plus fort quotient qu'on utilise dans nos élections, etc. L'IMC, c'est un Français qui était par hasard en Belgique. Hein, mais bon, oui, Quetelet, oui. Quetelet, qu'on a donc belgifié parce que ça nous arrangeait bien. Mais Quetelet est un personnage abominable parce qu'il a inventé l'indice de masse corporelle, mais il est aussi à la base de l'eugénisme. Il a créé l'homme moyen. Et il considérait que toute personne qui s'écartait de son modèle d'homme moyen était un monstre à éliminer. Donc c'est pas quelqu'un de très sympathique. Hein, je sais bien qu'en Belgique je peux pas dire ça. Tout le monde dit oh grand statisticien. Mais tu es à Orléans donc vas-y. Mais ici je peux y aller. Donc si vous trouvez les ouvrages de Quetelet, ben, lisez-les. C'est assez horrifiant. Tu oubliais juste de dire qu'il se prénommait Adolphe. Adolphe. Oui. C'est vrai en plus. Je voulais juste dire vas-y Jean-Pierre. Que ce que vous dites est très beau parce que moi j'admire les mathématiques, bien que je ne comprenne pas toujours, même pas souvent, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont spéculatives. Et parce que lorsque l'on fait des mathématiques, il y a d'abord de la gratuité. Et je pense que ça se rapporte quelque part à la poésie, tellement c'est magique, beau, et en même temps totalement rationnel. Ce qui m'intrigue, c'est que les gens ont peur des mathématiques, pensent qu'ils ne comprendront pas, que ce n'est pas fait pour eux. Mais ce que vous avez dit d'important, c'est qu'il y a plein de gens qui imputent aux mathématiciens des tas de choses qui ne peuvent pas leur être imputées. Moi, je connais Nicole El-Karoui, qui s'est fait engueuler de toutes les manières possibles pour avoir inventé des tas de modèles probabilistes qui ont servi, naturellement, aux banques. Mais c'est insensé. Elle n'y est pour rien. Et elle continuera à trouver des modèles. Et il y aura toujours des gens qui s'inspireront, comme on peut s'inspirer des génies de la chimie pour faire des bombes atomiques. Qu'est-ce que vous voulez, même pour s'en servir? Bon. Et je crois qu'il y a quantité d'exemples comme cela. Il y en a un, moi, qui m'intéresse beaucoup, tu le sais, Bertrand. C'est la question des sondages. Vous avez la science statistique et la manière dont on présente les sondages dans les médias est quelque chose d'aberrant par rapport à la science statistique. Et le pire, c'est que les gens croient que c'est vrai. Quand on leur dit, par exemple, il y a un candidat qui a 51 et un autre qui a 49, il y a des tas de commentaires en disant celui qui a 51, mais quand même, il est devant. Bon, c'est totalement stupide. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais parce que les gens n'ont pas assimilé ce que c'est que cette science statistique et s'en servent comme si le fait que ça a une apparence mathématique et chiffrée donnait une crédibilité à des choses qui sont incrédibles. Et là encore, il y a une utilisation perverse de cette magnifique discipline si belle que sont les mathématiques. Jean-Pierre, j'apprécie ce que tu dis. Je voudrais qu'il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, c'est sur les sondages. Sur les sondages, il y a ce que tu viens de dire, qui a une incertitude, mais sur un modèle totalement théorique. Or, dans la pratique, si vous avez été sondé,
Hein, vous savez qu'il y a seulement 20% des gens qui répondent quand on décroche le téléphone. Donc il y a aussi un biais qui est uniquement un biais expérimental qui s'ajoute au biais théorique de l'échantillon. Et donc c'est encore plus ceci, et on ne sait pas si c'est fait sérieusement ou si c'est pas fait sérieusement. Et la deuxième chose, il y a un mot que tu as dit et que j'aime bien, mais qui a été déjà dit autour de cette table, et qui des fois étonne beaucoup les gens qui ne font pas de mathématiques, c'est le terme de beauté des mathématiques. Alors je sais pas, je crois que c'est vous qui en avez parlé, puis j'ai vu que vous avez souri à ce moment-là, et en fait on était tous d'accord, il y a des moments où on trouve des choses belles. Et je ne sais pas si ceux qui ne font pas de mathématiques n'ont pas toujours cette vision des choses. Et on fait des maths souvent parce qu'elles sont belles. Bon, après, voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser des questions? Oui. Vous suggériez tout à l'heure que les mathématiques, ça pourrait être utilisé dans la biologie au XXIe siècle. Et est-ce que ça pourrait être lié aussi à l'intelligence artificielle, comme ça relie aussi assez les mathématiques et la biologie, ou même la robotique qui se développe quand même de plus en plus? Il est clair que si on peut développer des modèles du vivant et qu'on puisse les utiliser à des fins d'intelligence artificielle, oui. Moi, je pense que c'est un des grands défis, et un défi qui est à la fois scientifique, mathématique et aussi humaniste, parce que nous serons bientôt capables de construire des machines plus performantes que nous, plus intelligentes, plus complexes que nous. Le niveau de complexité de notre cerveau est limité. On pourra aller plus loin. Qu'en sera-t-il de ces machines? Et même aujourd'hui, qu'en est-il des machines qui décident pour nous? Vous avez entendu parler de la voiture autonome qui a provoqué un décès il y a une dizaine de jours. Qui est responsable? Le mathématicien qui a construit le programme? Je pense que ça va poser un tas de problèmes éthiques. Le développement technologique, le progrès technologique ouvre la porte à toute une série de vrais problèmes éthiques, notamment au niveau des machines, de l'intelligence artificielle, des machines autonomes, des processus de décision, des algorithmes de décision. Et il faut savoir que dans certains cas, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme. On développe pour l'instant, notamment au niveau des procédés de lecture, des algorithmes tels qu'on ne sait pas quel est le programme de la machine. On fait des tas d'essais-erreurs, on modifie aléatoirement des composantes, on attend d'avoir un taux de réussite suffisant, et on lance la machine, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est encore plus inquiétant qu'on ne pense. Et il y a beaucoup de programmes informatiques qui sont basés sur d'anciens programmes. C'est pour ça qu'il y avait eu... Oui, on se rappelle de la peur du bug de l'an 2000. Hein, parce... Ça, c'est une arnaque, ça. C'est une arnaque, mais là, tout à l'heure, j'écoutais Étienne Klein qui nous parlait de la numérologie. Et oui, et qui disait que finalement, pendant longtemps, on avait eu comme objectif atteindre l'an 2000, qui était l'âge merveilleux, on disait ce qui s'y passerait. Et que d'un coup, passé l'an 2000... on allait être un petit peu perdu, et on était un peu perdu parce qu'on n'avait plus d'objectifs dans les vues. Mais je m'étais aperçu que dans la fin des années 90, les gens, pour se dire au revoir, hein, on se dit au revoir, on se dit ciao, ils disaient bon courage. Et comme si à la fin, il y avait une fin... beaucoup de gens se disaient bon courage, quoi. Comme si c'était toujours dur. Et comme si la fin du XXe siècle, c'était quelque chose... on avait un peu peur de la fin, comme on avait eu peur de l'an 1000 à l'époque. Voilà. C'est assez étonnant comme quoi... est-ce vrai, ce serait peut-être des sociologues, psychologues d'étudier ceci. Est-ce que les numéros qui sont totalement arbitraires peuvent nous influer dans notre comportement, et là, il y aura quelque chose sur les mathématiques. Voilà. On dirait des mains à 6 doigts. Oui. Les mathématiques seraient beaucoup plus efficientes parce qu'on pourrait mieux calculer. Oui, parce qu'on compte en base 12, voilà, c'est ce que je veux dire. Et que 12 est divisé par 2, 3, 4 et 6, et c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais... Alors, une autre question? Oui. Oui, bonsoir. C'est une question-réaction par rapport à plusieurs de vos propos, et puis la dernière question qui vient d'être posée. Donc, tout à l'heure, on parlait des algorithmes et du fait qu'ils n'avaient pas lieu d'être effrayants, puisque c'est l'homme qui est derrière l'algorithme. Si les mathématiques s'intéressent au sujet de la biologie, des sciences du vivant, et qu'elles permettent de développer à ce moment-là un certain nombre de choses en lien avec la robotique et l'intelligence artificielle, est-ce que vous envisagez qu'in fine, les machines puissent aussi s'intéresser aux mathématiques?
et commencer à faire des mathématiques? Oui, c'est une bonne question, mais... Merci de l'avoir posée. Ça dépend quelles mathématiques. Si c'est des mathématiques assez simples, on peut l'imaginer. Par contre, découvrir d'autres théorèmes du point fixe, je ne sais pas ce que vous en pensez, Aloued. Bon, oui, c'est quand même une question intéressante. Bon, je pense que pour l'instant, la façon dont les machines, je vais dire, réfléchissent et les humains réfléchissent, c'est quand même des choses différentes. Donc, l'avantage de l'humain, c'est que face à une difficulté qu'il n'a jamais rencontrée, il peut prendre une décision particulière pour éviter le problème. Donc, un mathématicien, s'il y a des problèmes, s'il y a un théorème qu'il veut prouver et il rencontre une difficulté, il peut essayer une autre méthode, il peut construire une méthode qui n'a jamais été dans la littérature. Je pense que pour l'instant, les machines ne sont pas tellement bonnes. Voilà. Pour l'instant. Oui, mais je crois quand même qu'il y a une théorie qui a été démontrée par des logiciens dans les années 50, comme quoi en numérotant tous les théorèmes, il était impossible qu'aucune machine soit capable de trouver tous les théorèmes. Oui. C'est un résultat de logique mathématique. Oui. Mais alors là, c'était vraiment dans la théorie, c'est-à-dire que c'était une impossibilité théorique, quelle que soit la puissance de la machine, en codant tous les théorèmes. Je ne sais pas si quelqu'un peut en dire un peu plus. Le problème, c'est peut-être de trouver plus que nous pouvons trouver. Oui. Et ça, c'est pas certain que les machines n'y arrivent pas d'aller au-delà. Maintenant, vous parlez des algorithmes, on les dirige, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vous parle des voitures autonomes. Comment voulez-vous construire un algorithme pour une voiture autonome en situation de crise? Vous avez un mur devant vous, un enfant, une personne âgée, qu'est-ce que vous faites? Vous foncez dans le mur? Vous vous tuez? Vous écrasez l'enfant, vous écrasez la personne âgée? À vous de décider. Vous décidez de construire un algorithme pour une machine intelligente, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez l'algorithme, c'est le vôtre. Et en cas d'accident, qui est responsable? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent là. Je ne sais pas, ma réaction par rapport à la question, c'est en fait, là, approchez le micro, actuellement, il y a les algorithmes génétiques. On part d'une situation initiale et après, il y a plein de scénarios, plein de simulations qui se font. Au bout de compte, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver, l'algorithme. C'est-à-dire, le déroulement suit le mouvement des neurones. Donc c'est un apprentissage qui se fait au cours de l'algorithme et on n'est pas toujours capable de prédire ce que l'algorithme va trouver au bout de compte. Donc c'est une question qui reste à mon avis assez ouverte là pour les algorithmes biologiques qu'on peut appeler. Je pense que c'est une bonne conjecture. Les machines... ce sont les humains qui la font. Oui, mais en conjecture, peut-être qu'ils ne pourront pas être plus intelligents. C'est une conjecture. Oui, l'homme est derrière, mais bon, après... Alors, une question encore? Non, sans façon. Bah écoutez, je vais vous remercier tous les trois. Merci beaucoup, vous avez porté au débat et puis merci à vous tous d'avoir assisté et d'avoir pensé parce que les mathématiciens, nous avons toujours l'impression qu'on est un petit peu mal aimé, qu'on a une discipline que les gens n'aiment pas et de vous voir nombreux ce soir, nous sommes vraiment très très heureux d'avoir pu échanger, je crois que vous partagez mon avis certainement, d'avoir pu échanger avec vous. Alors, merci à vous tous et bonne soirée.